Avec Mathieu Bocoté, Nicolas Barré, Éric Zemmour sur votre projet, votre ambition assimilationniste. Et depuis tout à l'heure, je vous avoue ne pas comprendre, mais vous allez nous expliquer comment vous le traduisez concrètement sur le terrain. On a compris ce que vous faites pour ceux qui commettent des crimes et des délits. Vous dites qu'en partie, certains partiront d'eux-mêmes, mais ils sont français. Vous les renvoyez vers où et en fonction de quels critères? Mais ne caricaturez pas, je renvoie personne, je renvoie aucun Français. C'est une folie ça, on raconte n'importe quoi sur moi. Je ne renvoie aucun Français. Je dis simplement, je vous ai dit tout à l'heure, voilà, j'étends les clauses de la déchéance de nationalité pour les binationaux. Il y a beaucoup de binationaux en France. Combien? Beaucoup. Combien? Vous savez, même l'État ne le sait pas. Combien? Mais même l'État ne le sait pas. Est-ce que vous le savez? Non, mais je ne peux pas savoir, puisque même l'État, moi je ne me fie qu'à des chiffres précis. Mais lesquels? À des chiffres officiels. Combien il y a de binationaux maghrébins? D'abord, je sais que le Maroc interdit la non-binationalité, si j'ose dire. On doit garder sa nationalité marocaine. Donc tous les Marocains et les Algériens, c'est la même chose. Donc vous voyez, ça fait déjà beaucoup de monde. Bon, je ne sais pas si en comptant comme ça sur le doigt d'une main. Écoutez, excusez-moi, il y a beaucoup. On peut savoir la population algérienne et marocaine, et je vous dirais les binationaux. Vous disiez tout à l'heure que pour s'assimiler, il faut en quelque sorte vivre à la française. C'était votre expression, mais concrètement, ça veut dire quoi vivre à la française? Qui va décider un tel vit à la française, un tel ne vit pas à la française? Mais c'est quand même simple. On dirait que c'est très marrant parce que c'est des questions qui ne se posent que depuis 30 ans. Avant, on ne se posait pas la question. Avant, on savait ce qu'était la vie à la française, et on savait que, d'ailleurs, Christophe Diluy explique ça très bien dans ses livres, comment c'était les ouvriers français qui assimilaient les nouveaux venus, et qui leur disaient, voilà, tu vis comme ça, tu vis comme ci, et c'était la règle, elle était établie par le peuple, pour le peuple, et pour les immigrants. Vous faites comment? Mais simplement, il y avait des règles qui s'imposaient. On demandait aux gens de respecter, on donnait un prénom français, on donnait un prénom. Au-delà du prénom. Il n'y a pas que ça. Mais c'est au-delà du prénom. On vivait comme des Français, je vous dis. Encore une fois, on n'enfermait pas les femmes. La France soutient des valeurs. On n'enfermait pas les femmes, on n'interdit pas dans les cafés les femmes. La France soutient quand même pas rien. La question se pose de manière... Le diagnostic, vous le proposez, il est, je dirais, d'une année à l'autre de plus en plus sévère dans vos écrits. L'objectif, vous le dites, il faut vivre à la française. L'entre-deux, c'est la question de Lénine. Que faire? Alors, je vous la pose directement. Vous présentez, vous nous dites, en France, il y a des enclaves ethniques, des enclaves étrangères, des enclaves communautaristes. Laissons de côté la question de l'insécurité. Vous avez vos réponses sur cette question-là. La question de l'insécurité serait-elle réglée demain matin que la question des enclaves culturellement étrangères en France se poserait encore? Bien sûr. Comment franciser culturellement des populations qui sont par ailleurs, juridiquement, politiquement, pleinement françaises? Comment je sais bien, mais je vous l'ai dit. Ça se fait rapidement? C'est une génération? Non, ça se fait pas rapidement. Donc il n'y a pas de solution. Mais bien sûr qu'il y a des solutions, mais comme on l'a fait toujours. On a francisé en France d'abord les gens venus de régions comme la Bretagne, etc. Ils avaient un dialecte différent. Ils étaient rien à voir avec les mêmes... Non, mais... Je m'étonne que vous preniez cet exemple. Mais c'est parce qu'on a fait comme ça. Je m'étonne parce que... On a fait ça sur des siècles. Oui, mais... Après, on a francisé les Italiens. Après, on a francisé les Espagnols. On a francisé les Russes. Vous avez compris qu'on ne parle pas de cela. Vous avez compris qu'on parle de cela. Mais je sais très bien. Alors allez-y. Mais je sais très bien. Donc il faut reprendre la même mécanique. C'est-à-dire à l'école, apprendre le français, la langue française, l'histoire de France. Il n'y a rien de révolutionnaire, monsieur. Mais je ne prétends pas. Mais chère madame, le problème n'est pas que je ne sois pas révolutionnaire, le problème c'est qu'on a révolutionné. C'est-à-dire qu'on a abandonné tout ça. Et que depuis 40 ans, on ne fait plus tout ça. Et qu'au contraire, on fait l'éloge des cultures allogènes. L'école enseigne l'histoire de France, l'école enseigne le français. Vous avez des enfants. On ne peut pas dire oui, bien sûr. Vous avez vu comment on enseigne l'histoire de France? Vous avez vu comment on enseigne la littérature? Vous avez vu comment on enseigne tout cela? Non, ne dites pas qu'on enseigne l'histoire de France comme on devrait l'enseigner. En vérité, on passe son temps à démolir l'histoire de France. Bon. Quand on l'enseigne. C'est pas la même chose. C'est la chose la mieux partagée, l'éloge de l'histoire de France. Nous serons tous d'accord. Mais je sais qu'on est tous d'accord. Mais c'est pas qui. Oui. On est tous d'accord là ici entre nous. Mais pas dans l'école. Non, pas à l'école. Regardez les programmes, regardez comment c'est enseigné. Moi, j'ai des enfants, je sais très bien comment ça a été enseigné. Monsieur Zemmour, on va avancer sur les différents sujets. Est-ce que vous maintenez que l'islam et l'islamisme, c'est la même chose? Oui. Donc il y a 6 millions d'islamistes en France? Vous savez, sémantiquement, quand on a inventé le mot islamisme, c'était uniquement pour faire un équilibre avec christianisme, judaïsme, protestantisme. C'est uniquement ça. Donc il y a 6 tout le 19e siècle,
on utilise indifféremment islam et islamisme. C'est la même chose. Et simplement, vous savez, quand Abdeslam, qu'est-ce qu'il dit, Abdeslam? Il dit on me traite d'islamiste, de radical, etc. Je suis un musulman. C'est ce que vous dites. Pardonnez-moi. Le 9 septembre, vous dites sur CNews, parce que vous y faites référence, vous dites cette phrase. Parlant de Salah Abdeslam, il tient les propos d'un musulman impeccable. Il se comporte en musulman impeccable. Il imite en réalité Mahomet dans le Coran, qui est à la fois prophète et chef de guerre. Et vous répétez vous-même, Éric Zemmour, en cela, Salah Abdeslam est un bon musulman. Je vais vous poser directement la question. Si Salah Abdeslam est un bon musulman, que suis-je? Pour l'islam, vous êtes une mauvaise musulmane. Pour vous, que suis-je? Pour moi, vous êtes une Française parce que justement, vous avez... C'est exactement ce que j'allais dire. On remarque toujours que je ne distingue pas entre l'islam et l'islamisme. Mais on ne remarque jamais que je fais un distinguo, en revanche, entre l'islam et les musulmans. Je le remarque. Je vous demande votre point de vue. Justement, je vous le dis, je vous réponds. Donc, qu'est-ce que c'est le distinguo? C'est que l'islam, et vous le savez comme moi, est une religion de la théologie politique. Et en plus, c'est une civilisation, c'est une nation, c'est une Oumma. Qui est, je le répète, incompatible avec les principes de la France. Et je n'étais pas le premier à le dire d'ailleurs. Je me rappelle que tout le RPR, l'UDF le disait dans les années 90. Mais les musulmans peuvent très bien se détacher de l'islam et avoir une pratique de leur religion que j'appelle, moi, avec tous les guillemets du monde, chrétienne. Mais ils le font. Non. Vous l'appelez chrétienne, certains l'appellent modérée ou certains l'appellent... Mais c'est pas modéré. Monsieur Zemmour, attendez, c'est pas modéré. C'est que simplement... Attendez, je sais parce que moi, je connais très bien ce problème, parce que le judaïsme, au départ, est la même chose que l'islam. C'est-à-dire qu'il y a une remarque conception... et je vous laisse poursuivre. Non, mais c'est important parce que vous posez un préalable. Nous ne considérons pas ici l'islam comme un christianisme oriental pour les Arabes. Je ne considère pas, comme certains, je ne vais pas les citer, que les djihadistes sont des nihilistes déguisés en religion. On est d'accord. Par contre, permettez-moi de vous prendre deux références et j'aimerais que vous y répondiez. Feu Abdelwaheb Medeb ou encore Abdelnour Bidar, qui estiment que l'islamisme, c'est la maladie de l'islam. Ils ne réduisent pas, oui, je vous vois faire de grands yeux, ils ne réduisent pas l'islam à l'islamisme. Et je suis étonnée parce que vous avez une culture historique très forte, donc vous connaissez très bien la civilisation islamique, pour laquelle jusqu'aux années 60, et nous sommes vraiment dans le contemporain, il y a eu cette bataille pour l'historicité de l'islam, pour une lecture critique de l'islam. Donc vous savez qu'elle est possible et qu'on peut la prolonger aujourd'hui. Pourquoi vous n'y croyez pas? Parce qu'elle a toujours perdu. Pourquoi? Pourquoi vous... Historiquement, elle a toujours perdu. Au 9e siècle, les Mutazalites ont été écrasés. Donc, Renan, qu'on citait tout à l'heure, un grand spécialiste de l'islam, dit qu'à chaque fois, l'islam le plus dur a gagné dans toute l'histoire de l'islam. Donc tous les Français musulmans aujourd'hui, comme Lydia Guirous, comme Fatia Gabok-Boudjelal, je pourrais vous en citer plein, et des millions ont déjà perdu alors qu'ils se battent contre l'islamisme. Non. Je pense que, si vous voulez, ces gens que vous me citez sont des musulmans qui se détachent de l'islam. Non. Mais si, mais bien sûr que si. Elles n'ont pas. Il y a autant de musulmans que de lectures ou d'interprétations de l'islam. Mais c'est pas vrai, madame. Mais si vous le savez, vous savez très bien qu'on n'a pas le droit d'interpréter le Coran. Ah bon? On n'a pas le droit. Depuis le 9e siècle, on a fermé les portes de l'ijtihad. Où est-ce écrit? Je le répète, on a fermé les portes de l'ijtihad. On a des commentateurs, on n'a pas d'interprètes. Ce n'est pas la même chose. Il y a autant d'interprétations possibles que de musulmans, monsieur. Non, c'est pas vrai. Non, excusez-moi. Si. En revanche, ce qu'on a, c'est des gens qui ont une pratique détachés des préceptes théocratiques et politiques de l'islam. Parce qu'ils ont une lecture qui n'est pas guerrière du Coran. Mais bien sûr, mais c'est ce que je dis. C'est la majorité des Français musulmans. Non, attendez, il y a deux choses. Il y a la lecture de l'islam qui est, ce n'est pas de ma faute, c'est simplement comme ça. Il y a le Coran de Médine, le Coran de la Mecque, vous connaissez ça comme moi. Et puis, c'est le Coran de Médine qui s'est imposé. Maintenant, il y a des musulmans, vous avez tout à fait raison, mais c'est ce que je dis. Je fais appel aux musulmans. Et je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui entendent mon discours. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui comprennent qu'il faut franciser la pratique de l'islam, comme les Juifs l'ont fait. Oui, mais en assimilant, vous savez, les Juifs l'ont fait. Écoutez-moi, en assimilant l'islam à l'islamisme aujourd'hui, comme vous le faites, en présentant des musulmans, vous avez répondu à ma question, donc il y a 6 millions d'islamistes, vous savez bien quelle portée cela a aujourd'hui en Occident, de les confondre. C'est une collusion idéologique. Non, Madame Mabrouk, je dis simplement qu'il ne faut pas, moi je les prends en adultes. Je ne les... Qu'ils sont. Voilà, exactement. Comme tous les Français. Exactement. Et donc je leur dis, je ne suis pas dupe, je sais ce qu'est l'islam, et simplement je vous dis, vous, en tant qu'individu, vous pouvez, c'est exactement la phrase de Clermont-Tonnerre aux Juifs, tout aux musulmans en tant qu'individu,
rien en tant que peuple et rien en tant que nation. C'est ça le problème aujourd'hui, c'est que nous avons des enclaves étrangères avec des diasporas qui sont des nouvelles nations dans la nation. Et ça, vous ne pouvez pas le nier. Vous ne pouvez pas dire que dans ces enclaves étrangères, il y a une pratique de l'islam apaisée. C'est faux. Non, mais il y a une pratique de l'islam totalitaire. De la France où il y a cette pratique de oui, mais excusez-moi, mais ces quartiers sont innombrables. Et là, les musulmans sont nombreux. L'autre réalité, parfois, que vous feignez de ne pas voir. Je ne feins pas, je dis au contraire. Moi, je vais vous dire, si j'étais musulman aujourd'hui et que mes parents étaient venus parce qu'ils avaient fui une réalité, la corruption, la pauvreté, la pression totalitaire de l'islam, et je n'aurais pas envie de nouveau de faire de la France un de ces enfers-là qu'ils ont quittés. Donc moi, si j'étais musulman aujourd'hui, je ferais tout justement pour m'aider à combattre l'islamisation du pays. C'est ce que beaucoup Parce qu'aujourd'hui, on a un risque d'islamisation du pays par la loi démographique. Ils sont qualifiés de collaborateurs. Beaucoup le font. Et vous voyez bien qu'ils sont qualifiés de collaborateurs. Oui. Donc c'est pas par moi. Par qui? Pas par moi. Oui, mais par vos adversaires. Par d'autres musulmans. Mais non, parfois par vos adversaires communautaristes, indigénistes. Ben voilà, c'est des musulmans, c'est pas de ma faute. Mais Éric Zemmour, quand vous dites que des terroristes comme Salah Abdeslam est un bon musulman, c'est lui qui le dit, c'est pas moi. Est un bon musulman. Il dit je suis musulman. Il le dit lui-même. Je ne suis qu'un musulman. Moi, je reprends son discours. Vous n'avez pas à rapporter son discours. Et pourquoi j'ai pas rapporté son discours? Parce que c'est une collusion idéologique, parce qu'il essaye. Ah bon? Mais pas du tout. Bon. Mais quand vous dites Salah Abdeslam n'essaye pas comme ça de contaminer d'autres musulmans, il n'essaye pas de les recruter? Mais bien sûr que si. Ah bon, donc en relayant un tel discours, il y a ce risque-là. Mais écoutez, il faut regarder les choses en face. On ne va pas commencer à se dire mais on ne dit pas ça. Avant c'était pour pas faire le jeu du Front National, maintenant c'est pour pas faire le jeu de... Oui, mais pour aller jusqu'au bout, quand vous dites que ces gens-là sont des bons musulmans pour l'islam, parce que c'est ce que vous avez dit, vous passez quand même un peu vite sur tout ce clergé musulman qui, au contraire, condamne Abdeslam en disant non, ce n'est pas un bon musulman, c'est contraire à nos principes. Monsieur Barré, d'abord, il n'y a pas de clergé musulman. Chez les sunnites, il n'y a pas de clergé. Donc il ne représente rien. Non, il ne représente rien. Il ne représente qu'eux-mêmes. Dans la religion musulmane sunnite, il n'y a pas de clergé. C'est bien un des problèmes d'ailleurs, parce que ça permet à tous les extrémistes d'imposer leurs règles par la force et par le verbe le plus haut, parce que justement, il n'y a pas d'église. On qualifie comme ça tous ces imams. Oui, mais justement, ils n'ont aucune influence. Ils auraient dit l'inverse, on aurait amplifié leurs propos. Alors quand ils disent des choses républicaines, mais je vous réponds, je réponds. Mais vous souhaitez la christianisation, disons ça comme ça, de la pratique culturelle de l'islam en France? Comme le judaïsme l'a fait, comme le protestantisme l'a fait. La question que je vous pose, c'est croyez-vous que c'est possible? Vous le souhaitez? Vous l'espérez? Mais y croyez-vous vraiment? Éric Zemmour, vous pouvez répondre juste après la pause? Pardonnez-moi.